Mes premiers textes étaient des textes de théâtre. Je suis venu plus tardivement au roman. Et La fille de Carnegie, qui est devenu mon premier roman, au départ était une pièce. Et c'est un éditeur, François Guérif, l'éditeur de Rivage Noir, qui m'a encouragé à en faire un roman. Donc une pièce de 60 pages de dialogue sont devenues un roman, un thriller de 500 pages. Et pour Ciseaux, c'est vraiment un roman pour moi que la metteur en scène, Marion Coutarel, a adapté pour le théâtre. Donc moi j'ai pas fait l'adaptation théâtrale, c'est une metteur en scène qui l'a faite. Et j'ai vraiment écrit un roman, même si quand j'écris il y a toujours l'importance des dialogues, des monologues, c'est-à-dire en fait des techniques narratives qui viennent du théâtre souvent. Marianne et moi, on habite près d'une rivière. Les enfants sont grands, je dis parfois, presque grands. Ils ne viennent plus avec nous pêcher la truite ou jeter des galets à la surface de l'eau. L'idée, enfin, Ciseaux, l'origine de Ciseaux est dans les nouvelles de Raymond Carver. C'est-à-dire qu'à la lecture des nouvelles de Raymond Carver, il y a plusieurs années, j'ai pressenti qu'elles avaient une existence possible sur un plateau de théâtre. Par l'univers esthétique, par les non-dits entre les personnages, par rapport au théâtre que je fais, le langage des corps, tout ça, ça m'intéressait beaucoup. Et avec Stéphane, on avait une complicité depuis une dizaine d'années, auteur, metteur en scène, sur différents spectacles qu'on avait fait ensemble. Et du coup, je lui ai dit que j'avais envie qu'il adapte les nouvelles pour que je puisse les monter en théâtre. Et lui m'a dit, j'ai envie d'écrire. Et on en est resté là, et puis 3 mois après, à Paris, il m'a montré un premier synopsis de ce qu'allait devenir Ciseaux, où il pointait les rapports de Raymond Carver et de son éditeur, sa femme et Joanne. Et du coup, la puissance de ces personnages, la puissance de l'intrigue et tout ça m'ont tout de suite séduite. Et je me suis dit, bien sûr qu'il faut monter ça. Et voilà, donc il y a eu des allers-retours dans l'écriture avec Stéphane. Le roman est sorti, et ensuite, à partir du roman, et ben voilà, l'envie était là, mais ensuite tout ce qui concerne la production et tout ça pour monter la pièce. Et donc voilà, c'est parti à la fois de Carver, à la fois de mon complicité avec Stéphane et de l'écriture du roman. Moi je crois que c'est important de côtoyer tout le temps des formes très contemporaines, et les formes contemporaines elles sont partout, c'est-à-dire chez des éditeurs indépendants. Moi je ne publie pas mes livres chez un éditeur, je travaille avant tout avec des personnes qui sont des éditeurs ou des éditrices. Et le fait qu'elle soit, il ou elle, soit dans telle ou telle maison, c'est vrai que ça a une importance pour la vie du livre après, mais l'essentiel pour moi c'est avec qui je travaille. Et le texte il va se ressentir, un roman, une pièce, énormément de cette aventure d'échange. C'est un vrai ping-pong entre un auteur qui livre son manuscrit puis qui va le retravailler sur les conseils de l'éditeur. Pour moi, c'est très important. Donc, c'est un peu le sujet aussi de Ciseaux, justement. C'est vrai. Si je trouve quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de travailler, parce qu'on a échangé, parce que j'ai lu sa production, ce qu'il publie, qu'il soit chez un gros ou un petit éditeur, c'est pas la question. C'est quelque chose que j'ai voulu. On peut dire une victoire. Je regarde par la fenêtre. On ne peut pas dire fenêtre, c'est un panneau de verre. Une transparence solide qui domine la ville. Je publie aussi ça peut être des textes ou des nouvelles avec on fait de la micro-édition en fait. Il y a une maison d'édition de micro-édition qui s'appelle La Diseuse, avec laquelle j'ai fait une nouvelle avec un graveur. Un dessinateur qui a gravé ces illustrations. Et ça, c'est une expérience, on l'a tiré à même pas 100 exemplaires, ce récit, ça s'appelle La Liftière. Et c'est très important pour moi de faire ça, c'est-à-dire à un moment de ne pas être dans la machine éditoriale et la machine commerciale, qui évidemment peut avoir une importance pour la visibilité, parce qu'après c'est difficile d'aller dans des salons ou des festivals quand tu n'es pas chez un éditeur qui va envoyer tes livres, s'arranger pour défrayer les billets de train, tout ça. Ça c'est une vraie question. Mais avec qui
tu expérimentes, bah, très souvent ça va être de la micro-édition. Là je fais ça à nouveau avec une dessinatrice avec qui par ailleurs je fais une BD, et elle fabrique quasiment ses propres livres. Et en ce moment elle fait un livre-disque, et je lui ai donné des textes, et c'est très excitant de faire ça parce qu'après on va dans les librairies et on fait une présentation, une fête, et on n'a pas d'attaché de presse, on n'a pas de... il n'y a pas de la lourdeur de l'entreprise éditoriale. Dans le métier, on m'appelle ciseaux. Tu en penses quoi? C'est plus que des coupes. J'ai lu les 2 premières, les autres, je les ai partout. Ouais, tu les connais. Je les connais comme si je les avais écrites. Ils font tout ça. On a besoin surtout de travailler et de jouer, c'est-à-dire de faire jouer nos textes, de travailler avec les comédiens, de travailler avec d'organiser des rencontres avec des libraires. Donc si on se retrouve avec une temporalité qui nous ralentit, qui nous freine, ce qui est souvent le cas dans des grosses maisons qui vont dire on va publier à la rentrée littéraire, ou ton livre va être publié dans 2 ans ou dans 2 ans et demi. Si on peut contourner ça, on le fait. Et moi je dirais que c'est avant tout pour ça que je le fais, c'est pas pour... le système, je sais pas s'il est en train d'imploser, parce qu'on aura toujours besoin de gens compétents pour relire nos textes. Donc moi je crois qu'on publie sur le net ou dans des maisons traditionnelles, c'est toujours aussi important d'avoir quelqu'un qui relit et qui échange avec les auteurs. Et quelqu'un qui sait le faire. Et c'est un métier difficile. Il y a peu de gens qui savent bien le faire. Et si ça c'est en train d'imploser, c'est-à-dire s'il n'y a plus d'éditeurs, d'éditrices, parce que les circuits sont devenus très différents et tout va être numérique par exemple, alors pour moi il y aura plus, c'est pas une question de livre ou pas, mais il n'y aura plus de littérature, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'écriture. L'écriture c'est un vrai travail de fond, c'est sûr. Je pense pas que ça en puisse s'en passer. Donc même quand on fait de la micro-édition et qu'on est 3 à le faire et qu'on va même fabriquer nous-mêmes nos livres, c'est la même attention est portée au texte. Donc moi quand je trouve des personnes qui suscitent le désir comme ça de travailler avec eux, j'y vais. Et quand le mari grimpe sur le lit quand il s'approche d'elle pour l'enlacer, Raymond écrit qu'elle remue les jambes. Bien trop timoré. Personne ne va comprendre. Je barre remue et je mets écarte. Elle écarte les jambes. En fait, pour moi, il a vécu à l'extrême ce que vivent tous les auteurs. D'accord, c'est-à-dire, je trouve que lui, c'est le cas extrême. L'auteur qui est réécrit par son éditeur. C'est très rare. Ça s'est passé parce qu'il était vulnérable, parce qu'il est tombé sur un éditeur très narcissique. Mais la complicité et la dépendance réciproque entre l'auteur et l'éditeur, ça c'est quelque chose qui existe à chaque fois qu'il y a de l'écrit. Qu'il y a de l'écrit qui va être rendu public, c'est-à-dire publié. Pas toujours quand un texte est juste mis sur internet. Mais moi je lis beaucoup de blogs, je suis souvent quand même un peu embêté de lire ces textes qui clairement n'ont pas été relus, tu vois. C'est pas parce qu'on fait un blog qu'on n'a pas besoin de le faire relire, de le faire corriger. Mais voilà, c'est une économie un peu parallèle, c'est même pas une économie, c'est un plaisir que beaucoup de gens prennent, ce soit à parler de livres, à parler d'autres choses, il y a un blog surtout, mais c'est pour un livre, pour le processus de fabrication de ce qui va devenir un roman, c'est impossible de contourner le savoir-faire éditorial. Et on le voit sur des livres même publiés, et même publiés dans de grandes maisons, soi-disant grandes maisons, il y a des livres qui ne sont pas édités. Et c'est dommage pour les auteurs. Moi je vois souvent, j'ai eu la chance d'avoir de très bons éditeurs, de très bonnes éditrices avec qui travailler, mais souvent, c'est pas la situation dans laquelle s'est trouvé Raymond Carver qui revient le plus quand je parle avec des gens qui écrivent, c'est plutôt
un auteur malheureux, une romancière, un romancier malheureux, c'est souvent des gens qui te disent j'ai donné mon manuscrit, il n'y a eu quasiment pas de travail sur mon texte, il n'y a pas eu d'échange en fait, et il a été publié. Et après, le livre va avoir sa vie brève ou longue, peu importe presque, parce que c'est pas parce qu'un livre est édité de façon très rigoureuse qui va bien marcher, et vice versa. Tu vois, il y a des livres qui sont quasiment pas édités, mais publiés, qui font un tabac, tu vois. Mais pour un auteur, il sait ce que vaut son livre intimement. Eh bien, je me contredis. Mais dans le même temps, j'ai défini la fiction. Le réel avec un pas de côté. Il est où votre pas de côté? La sincérité. Fuyez-la comme la peste. Après, la complexité était de monter le roman, c'est-à-dire de l'adapter. Ciseaux en intégralité, quand Stéphane m'a fait la première lecture, ça a duré 8 heures. Donc voilà, c'était un gros morceau. Donc il y a eu tout un travail. Moi je travaille beaucoup par improvisation avec les acteurs, c'est-à-dire on a travaillé au tout début à partir des nouvelles de Raymond Carver pour travailler sur l'univers, ensuite à partir de Ciseaux bien évidemment, et puis dans Ciseaux on a coupé nous aussi pour essayer d'avoir une cohérence et que ça ait une existence sur le plateau. Tu leur rends visite? Bien sûr. Mais pas aussi loin que chez moi. Oh, parfois plus encore. Si c'est nécessaire. Seulement si c'est nécessaire. Et quand est-ce que c'est nécessaire? Quand je veux éviter qu'ils partent chez un concurrent. Les artisans dans d'autres domaines, ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour valider leur art, Non, mais ils sont produit. passés par un rude apprentissage, souvent avec quelqu'un qui est une sorte de mentor, on disait un maître artisan. Et ça, on peut pas. Quand on a la chance de connaître ça en écriture, c'est bénéfique pour ce qu'on écrit. Je le vis beaucoup parce que je travaille avec des comédiens, avec des metteurs en scène, donc le texte il est vraiment tout le temps remis sur le métier en fait. Là je vais revoir Ciseaux jouer ce soir, j'entends mon texte, je l'entends dit par des comédiens, c'est l'épreuve du feu à chaque fois. Donc l'écriture, elle a une vie qui passe par d'autres corps, qui sont ceux des acteurs. C'est très précieux pour apprendre en fait, tout simplement. Il n'y aurait pas tout ce gâchis, ces livres belles, cette graisse inutile. Tu sais comment on me surnomme? Le capitaine des compteurs. C'est un compliment, non? Non, du ressentiment, de l'orgueil mal placé. Le pire ennemi des auteurs. Avec leurs veuves, avec leurs femmes, vraiment. Mais après, paradoxalement, avec justement l'exemple de Raymond Carver, cette relation avec son éditeur, ça lui a pas été forcément à lui bénéfique, oui. Puis il est sombré dans l'alcoolisme, et je crois justement. Il a souffert de cette relation, mais il était très reconnaissant aussi à cet éditeur, à Gordon Lish, de ce qu'il lui a apporté. Il lui a apporté non seulement un vrai travail sur le texte que lui n'était pas en mesure de faire parce qu'il avait, souvent il était en cure de désintoxication, ou il était malade, ça c'est toute la première partie de sa vie, c'est à 38 ans qu'il a arrêté de boire, et à partir du moment où il a pris confiance en lui et il a pu tenir tête à cet éditeur, c'est-à-dire lui dire arrête de couper mes nouvelles, arrête de les réécrire. C'est à hauteur de 70%, Oui, souvent. À ce moment-là, il est devenu vraiment lui-même, et je dirais qu'il a beaucoup appris de son travail, de la collaboration forcée avec Gordon Lish. Elle a été douloureuse, mais lui, il en a bénéficié aussi. Alors, dans un monde idéal, et heureusement, ça se passe le plus souvent, ça se passe pas comme ça s'est passé entre Carver et Lish. Il n'y a pas de tel conflit, il n'y a pas un phénomène de vampirisme où l'éditeur vampirise le manuscrit, le travail de l'auteur. Mais pour moi, c'est pour ça que j'avais envie de raconter cette histoire qui est dans Ciseaux, c'est-à-dire que c'était pousser à l'extrême une situation qui est toujours, se passe toujours entre les éditeurs et les auteurs. Les éditeurs au sens pas la maison d'édition, mais les gens qui travaillent le texte avec l'auteur. Et Ray faisait des livraisons. On se disait bonjour, au revoir.
Un jour, il me demande si j'ai envie de voir les mines du roi Salomon. Je brûle d'enlever mon tablier, de décamper avec lui, mais après quelques secondes, je réponds « Mes parents ne me laisseront jamais partir aussi loin. » J'ai écrit 4 nouvelles qui sont de moi. Oui. On a dit c'est à la manière de Carver. Pour moi, elles ne sont pas tellement écrites. Il y a des thèmes carvériens qui résonnent, mais c'est souvent des thèmes qui sont dans les nouvelles. C'est-à-dire les nouvelles racontent de façon brève des moments de crise. Donc des séparations, des crises de couple, des moments, des prises de conscience où soit très sombres, soit très belles. C'est pour ça qu'on a parlé d'épiphanie, c'est-à-dire à un moment, épiphanie, c'est-à-dire apparition. Il nous apparaît quelque chose sur notre vie qu'on ne soupçonnait pas, et c'est souvent ce que les nouvelles racontent. Et j'ai voulu qu'il y ait quatre nouvelles dans Ciseaux que j'ai écrites, qui ne sont pas du tout des nouvelles de Carver, qui ne sont pas des pastiches ni des imitations, qui sont en fait les nouvelles de ce personnage Raymond, qui lui est inspiré de Raymond Carver, mais il écrit, et ça m'a permis de devenir nouvelliste. Dans Ciseaux, c'est à la fois un roman et un petit recueil avec 4 nouvelles. Il faut améliorer une nouvelle quand elle est encore chaude. Comment il va la raconter, cette histoire? Qu'est-ce qu'il va broder tout autour? Quel prénom il me donnera? Je voudrais m'appeler Emma. Ou Rita, pourquoi pas? Celle d'avant, le charcutage, je vais toutes les publier. Ne dis pas charcutage. Ne dis pas que j'ai charcuté ces nouvelles. T'es en train de te brûler avec ta cigarette, Ray. Raymond est en train de faire une immense découverte sur lui-même. La concision est l'essence de l'esprit. Jamais je ne me suis sentie exister à ce point. On parle souvent de fiction, on les appelle de la fiction, mais on oublie qu'il y a des gens derrière. On oublie des éléments de la fiction. Son père était aiguiseur, affûteur de scie. Il en est mort même parce qu'il a eu un accident du travail qui a causé un empoisonnement du sang. C'est une vie très rude qui aurait sans doute été la vie de Raymond Carver s'il n'avait pas eu envie d'autre chose. Et il a eu très tôt envie d'écrire. Et c'est vrai que sans Marianne, cette rencontre extraordinaire qu'il a faite quand il était très jeune, il sortait tout juste du lycée, elle avait 2 ans de moins, il serait sans doute pas devenu écrivain sans elle. Donc c'est vrai qu'il y a eu la mise en abîme, c'est pas un procédé, c'est pas quelque chose que j'ai essayé de faire dans Ciseaux, c'est que ça s'est passé dans sa vie, ça se passe dans beaucoup de nos vies souvent. C'est-à-dire qu'il a eu cette relation qu'il a eue avec l'éditeur, c'est-à-dire une relation difficile mais qui le fait accoucher de lui-même comme auteur. Il l'a connu aussi avec Marianne, puisque Marianne, d'une certaine façon, elle a permis à Raymond de devenir cet auteur qu'il rêvait d'être, mais ça a pris 20 ans. Complètement. Moi, voilà, après, j'adore le roman, j'étais là aux prémices, j'étais là à la moitié, enfin, tu vois, il y a eu tous ces allers-retours. Et du coup, dans Ciseaux, la pièce, j'ai décidé de garder ces différentes formes. Donc, dans ce qu'on va voir ce soir, il y a effectivement des dialogues, il y a des monologues, il y a des lettres, il y a les nouvelles qui sont présentes. Donc, il y a toutes ces différentes formes qui sont être présentes sur le plateau. Ah, non, merci. Je reste à l'eau. Quelle déveine. Tout le monde reste à l'eau ici, ou au scotch. Essayez quand même. Donc, je viens d'arrêter la boisson. Ils se sont tous les deux, là encore, énormément épaulés. Et dans la réalité, elle s'appelle Tess Gallagher. Elle a permis, d'une certaine façon, elle rencontre Carver quand il a déjà presque 40 ans. Elle l'a aidé à ne pas retomber dans l'alcool, en fait. Donc, elle a eu un rôle très important, évidemment. Ils ont passé les 10 dernières années de la vie de Carver, parce qu'il est mort jeune, à 50 ans. Ils les ont passés ensemble. Et elle l'a encouragé aussi à écrire de la poésie. Il était déjà très jeune, il avait commencé à écrire de la poésie, à publier des recueils de poèmes. Mais c'est vraiment avec Tess Gallagher qui va devenir
dans les 10 dernières années de sa vie, un poète très prolifique. Et ça a été des années très précieuses et productives pour lui. Il était vraiment très heureux. Et de reconnaissance aussi. Et ça coïncide avec la reconnaissance internationale. Et dans Ciseaux, ce que j'ai voulu faire, c'est... alors j'ai changé son prénom, pour moi elle s'appelle Joanne, parce que je vais toujours aussi vers la fiction. Gordon aussi d'ailleurs. Oui, je l'ai appelé, l'éditeur, je l'ai appelé Douglas. Pour moi, c'est elle incarne, Joanne, c'est cette compagne qui essaye un peu d'éliminer la première, d'une certaine façon, parce qu'elle a peur, elle vient en second, donc elle a peur de rester la seconde. Et elle a des moments dans Ciseaux où elle peut être dure, elle essaye d'effacer un peu la mémoire de Marianne, évidemment elle n'y arrive pas. Donc Ciseaux raconte aussi, c'est pas juste les ciseaux de l'éditeur, c'est aussi l'arrêt de l'alcool, c'est arriver à arrêter de boire et aussi la séparation, mais en fait il n'y a jamais vraiment de ciseaux dans la vie, c'est-à-dire de coupe brutale. Les choses perdurent, même si elles se délitent, elles perdurent, et c'est ce que raconte ce livre, c'est-à-dire les relations qui continuent par-delà la séparation. Ça m'a fait aucun bien. Je pourrais me taper le proviseur et son adjoint pour grimper dans l'échelle sociale. Il y a 20 façons de grimper dans l'échelle sociale, tu m'as dit. Marianne a été vraiment, ils ont été mariés 20 ans, donc elle a eu, c'est elle qui a essuyé les plâtres avec lui. Donc elle a eu la période la plus difficile de la vie de Raymond Carver. C'était le catalyseur de son talent. Ouais. Et après, elle est laissée sur le carreau. Et ça, c'est terrible, mais en même temps, elle a toujours gardé un amour intact pour lui. Et évidemment, enfin, ils ont eu 2 enfants très jeunes. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais effacer, tout ce qu'ils ont connu. Et c'est tout le temps là, même quand il écrit des nouvelles après la séparation, ils parlent encore de leur vie en commun. Et c'est aussi ce que j'ai voulu raconter dans Ciseaux, que leur couple continue à vivre dans la fiction après qu'ils se soient séparés dans la vie. Les petits carreaux de mosaïque. Robert n'est plus. Ah, Robert voulait figurer un signe blanc. Emma pensait que ce serait déjà beaucoup de parvenir à fixer tous les carreaux. Dans le roman, la partie principale, c'est-à-dire l'intrigue entre l'éditeur et l'auteur, le roman s'ouvre un peu sur ça, elle est racontée de façon presque plus abstraite que les nouvelles. C'est comme si le réel était dans les nouvelles, que les nouvelles, la fiction sont plus vraies que la vie, où il y a une sorte de... Il y a quelque chose de décharné dans le récit du quotidien de Raymond, alors que quand il y a des nouvelles, tout a l'air beaucoup plus précis et vivant, et pourtant c'est de la fiction. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec les nouvelles de Ciseaux, c'est-à-dire par les descriptions, par des lieux très incarnés, dire d'une certaine façon que pour un écrivain, et aussi pour beaucoup de gens, pour beaucoup de lecteurs, la fiction, c'est presque l'oxygène de la vie et du quotidien. Comtesse de l'air qui lui envoyait des cartes postales de ses voyages. Mon Robert à moi! Parle, bon sang, qu'on règle enfin cette histoire. Il n'y a rien à régler, juste à me venger, salaud! Il avait voulu introduire le chaos dans son ménage. Voilà, l'événement est hyper atypique et j'adore ce que ça défend. Et du coup, je me suis dit, bah, super qu'on puisse avoir notre place là, donc on fera une lecture. Pourquoi les rêves ont l'air si précis en fait? C'est ça qui est toujours frappant. On a l'impression que quand on rêve, en tout cas, les rêves peuvent avoir une précision incroyable. Et je pense que c'est une expérience que font souvent les gens qui écrivent. C'est-à-dire que quand on écrit une scène, on est tellement dedans avec les personnages qu'on a l'impression, alors que la vie d'un écrivain est quand même assez banale, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, on est assis
et on tape sur un ordinateur, une machine à écrire, ou on écrit sur une page blanche. Et pourtant, on est dans la scène qu'on raconte, et c'est comme un rêve éveillé. Ouais. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire dans Ciseaux. Mon père comprit que le jardinage pouvait faire de lui un meilleur écrivain, mais il n'écrivait plus. Ses journées, il est passé dans le jardin. Ciseaux, c'est un roman qui essaye de dire que la fiction est presque plus vite. Elle est plus palpable du fait qu'elle soit formalisée, oui, peut-être, non? J'allais dire, elle console aussi la vie d'une certaine façon. Et la vie, il y a presque un manque de réalité dans la vie quotidienne que la fiction va compenser. Et je pense que les gens qui font du théâtre souvent le ressentent, parce qu'on dit souvent que le théâtre c'est pas la vie. Ça n'a de valeur que si ça nous raconte quelque chose sur notre vie, et surtout notre vie aujourd'hui. Et pourtant c'est un condensé de vie, c'est plus intense. Donc pourquoi en plus, je le vois comme là quand on est en répétition, et à quel point c'est physique et difficile de monter des pièces. Je pense que s'il n'y avait pas cette force de vérité de l'univers factice qui est créé sur scène, il n'y aurait pas de raison de le faire. De le faire avec une... Quand même, ça se fait parfois dans la douleur, jusqu'à après connaître ou pas la joie des représentations. Dans le meilleur des cas, ça se passe bien, et on partage ça avec le public. Mais si on a envie de le faire et de s'exposer, c'est parce qu'on pense qu'au théâtre, notre vie va être aussi plus intense. Parce qu'on la met en scène, parce qu'on raconte des histoires, on crée un univers de toutes pièces. Et c'est aussi notre travail d'essayer de le rendre convaincant. Donc on est tout le temps dans cette concurrence entre la fiction et la réalité. Et dans Ciseaux, c'est très découpé, c'est-à-dire il y a le roman et puis il y a l'apparition d'une nouvelle. On rentre dans une nouvelle, puis on en sort. Le roman continue, une deuxième nouvelle, à nouveau le roman. Et ça, c'était un vrai régal d'entrer et de sortir de la fiction en écrivant un roman. Les larmes coulaient sur les joues de Robert, et l'absence du grec lui parut dans l'ordre des choses. Il n'y avait pas de type à frapper, pas de rival à éliminer, aucune échappatoire. Il était arrivé au bout de lui-même. La vie quotidienne, en général, elle est assez héroïque de toute façon, parce que simplement avoir le... Bon, pas plus quand on écrit que quand on répare des toitures ou quand on fait quoi que ce soit, mais parce qu'on traverse des moments difficiles, avoir assez de courage pour se dire c'est dur, ça se passe pas comme je voudrais, mais je continue. Et de voir toujours la lumière dans des moments où le quotidien peut être assez sombre, c'est une leçon qui est dans les nouvelles de Carver, parce qu'elles sont, on dit souvent elles sont glauques, mais en fait elles ont aussi une part lumineuse qu'on ressent sans vraiment pouvoir la localiser. C'est ça qui est beau dans le texte. Et je pense que c'est ce qui fait la force spirituelle de ces nouvelles, et c'est pour ça qu'elles touchent autant ses lecteurs. Il y a quelques écrivains comme ça qui sont au-delà de l'écriture, c'est-à-dire on sent qu'ils nous... J'utilisais le mot consoler tout à l'heure, et ça me fait penser toujours à ce titre de Steve Dagerman. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Il a écrit un petit texte très beau qui s'appelle comme ça. Et je pense qu'on se... C'est vrai, notre besoin de consolation est impossible à rassasier parce qu'on est des êtres humains. Et pourtant, on va demander à la fiction, au livre, à l'écriture, à la musique, à l'art en général, de nous consoler. Et quand on trouve, ça peut être Carver, ça peut être un autre, un auteur ou une voix en fait qui peut nous guider un peu vers la lumière, c'est déjà une consolation énorme.
Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on écrit, d'abord pour se consoler soi-même de la vie, mais si on peut voir, et ça arrive hein, quand on... C'est les plus beaux moments de la vie d'un écrivain, hein, c'est quand on rencontre des gens qui viennent nous parler de votre livre avec les yeux qui brillent. C'est-à-dire que vous sentez que vous avez donné quelque chose. Et c'est pour ça que pour moi, comme les acteurs le vivent très fort, ça, c'est-à-dire ils sont des passeurs de textes et ils leur donnent vie, ou leur redonnent vie d'une certaine façon. J'essaie toujours, moi, quand il y a un livre qui sort, de faire des lectures, d'organiser des lectures avec des comédiens, de lire moi-même. C'est très précieux. J'adore le faire, donc c'est aussi un plaisir. Et donc quand tu me demandais qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres voies que publier dans des maisons traditionnelles? Est-ce qu'aujourd'hui, avec Internet, finalement, c'est pas devenu le moyen principal de faire connaître ses écrits? Moi, je répondrais, le vrai moyen de faire connaître ces écrits, c'est d'aller les faire entendre, soit en les lisant soi-même, soit en trouvant des comédiens ont un appétit pour passer des textes qui est immense. Et ça, c'est merveilleux. Il a fait toutes les expériences que je n'ai pas faites. Pas eu le temps, pas eu la tentation ni la déveine. Il y a tellement de vie là dehors, tellement d'occasions de souffrir. C'est drôle, j'ai toujours eu le sentiment que je n'étais pas fait pour la souffrance, que je pouvais m'en exempter. À l'école, déjà, je ne me sentais pas concerné par les punitions collectives. Quand on organise des festivals comme ça, c'est vraiment des lieux de rencontre que moi j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis ravi d'être dans la programmation, parce que c'est à la fois... On ne sait jamais sur qui on va tomber, à quel moment, en fait, quand on vient écouter. Donc il y a une part de découverte, c'est un peu comme être en librairie. Et c'est pour ça aussi que c'est important, les librairies, parce qu'il y a une part énorme de hasard dans le fait de feuilleter un livre comme ça, ou parfois d'aller dans une librairie et te dire je vais pour chercher un livre, on ne le trouve pas, mais on revient avec autre chose qui nous plaît énormément, qui va devenir un livre qui va compter. Dans des moments comme ça où il y a des lectures les unes après les autres, ça permet aussi ça. C'est-à-dire d'aller voir sans même regarder le programme, d'aller parce qu'il y a l'événement en fait. Le drame domestique du col bleu qui s'obstine à écrire, voilà ce que je cherchais. La chronique d'une ambition absurde. Prométhée enchaîné à la supérette du point. C'est moi, c'est vous, si on n'avait pas eu le choix. Je trouve que c'est très stimulant pour le théâtre, qui sont plutôt des formes, on va dire, figées, même si j'aime pas du tout ce mot, mais j'adore ça. Moi, je fais souvent des labos avec des acteurs où on est sur des performances, des travails d'improvisation et tout ça. Après, moi, dans le spectacle, après, je travaille sur la structuration, mais j'adore les processus même d'improvisation. Entrez dans l'âge adulte, entrez-y avec elle. Sinon, cela donne Pétunia. 5000 mots pour dire une seule chose. On ne peut éradiquer nos fautes, pas plus que les racines qui nous lient. C'est vraiment un compagnonnage Ouais. que moi j'avais très envie de faire avec une compagnie, parce que pour moi ça me permettait d'apprendre à écrire du théâtre aussi. Donc j'ai passé beaucoup de temps en répétition avec eux, avec d'autres troupes aussi. Et Top Girl, c'était une très belle expérience parce qu'on était, il y avait 8 comédiennes sur le plateau, 3 mois de répétition. Donc non seulement j'ai traduit la pièce, mais j'ai fait la dramaturgie, c'est-à-dire que j'étais sur toute la longueur des répétitions avec la metteur en scène à créer le spectacle. Et quand on veut écrire du théâtre, on a besoin du contact avec le plateau, du travail avec les comédiens. Donc c'était une expérience très importante pour moi.
crois pas trop à la compétition dans... Je crois qu'on essaye vraiment de mettre en compétition tout ça aujourd'hui pour des raisons de rentabilité justement. Et je crois qu'en fait le public est nourri par cette diversité-là. Et donc moi je crois pas qu'il y ait de compétition du tout à ce niveau-là. Après du coup ça force nous le théâtre, les formes qu'on va montrer ce soir, à toujours réinventer ça. Donc ça c'est plutôt bien que ça existe. C'est ça plutôt bien. Les auteurs n'ont pas envie souvent de faire... enfin, ils ont envie simplement d'écrire et de passer leur texte. Moi, il se trouve que j'ai eu un désir de théâtre très tôt, mais vraiment de pratiquer le théâtre. Et ça voulait dire passer du temps en répétition, ce qui peut être... ce qui est pas toujours... facile aussi parce que on n'est pas... Moi je suis pas metteur en scène donc j'apporte le texte et je le retravaille avec l'équipe, avec les comédiens et les metteurs en scène, mais il est quand même confié, ton texte qui va être mis en scène, à un autre regard artistique, à quelqu'un qui va en faire aussi ce qu'il ou elle veut. Donc c'est pas toujours facile et parfois les gens préfèrent qu'il n'y ait pas l'auteur du texte. Souvent il est mort. Souvent il est mort, donc il y a eu tout un mouvement depuis une dizaine d'années pour remettre un peu l'auteur contemporain, comme on dit, au centre du plateau. Mais l'ironie c'est que ça a coïncidé avec le moment où au théâtre, de plus en plus, on a fait des spectacles en se passant complètement de texte, avec des metteurs en scène qui sont en plus de magnifiques plasticiens, donc qui créent des univers scéniques en utilisant des textes qui peuvent être pas du tout écrits pour le théâtre. Ça peut être de la philosophie, du roman, et ils font des collages. Et en fait, ils n'ont plus besoin d'auteurs de théâtre. C'est terrible à dire, mais avant, il y a 15 ans, quand le mouvement des écrivains associés du théâtre a commencé, les auteurs se disaient « c'est terrible parce que les auteurs contemporains, c'est un strapontin aujourd'hui dans le théâtre d'aujourd'hui. Vous avez Shakespeare, Molière, tout le répertoire, et les auteurs vivants, on représente une part infime de ce qui est monté, de ce qui est joué. » On était loin d'imaginer à ce moment-là, même si ça se passait déjà un peu, ça a été accentué après dans les années 2000, avec aussi les choix de programmation à Avignon par exemple, mais il reflète ces choix une tendance du spectacle vivant d'aujourd'hui, d'être à la lisière de la danse, du théâtre, de la musique, et donc les auteurs, souvent on n'en a plus besoin. C'est dommage parce que les auteurs ont besoin du théâtre, mais les metteurs en scène ont de moins en moins besoin d'auteurs de théâtre, et c'est devenu presque ringard de monter un texte dans lequel il y a une didascalie, c'est-à-dire un texte vraiment écrit pour le théâtre avec une indication de mise en scène. Moi ça m'amuse toujours de voir tous ces textes très contemporains où c'est la mode de mettre aucune indication scénique. Et pour moi c'est vraiment ça indique la prise de pouvoir des metteurs en scène qui ne veulent pas entendre parler, qui ne veulent pas qu'on leur donne d'indications. Eux ils veulent monter, ils disent une parole. Et ça veut dire qu'en fait ils veulent juste dégager les auteurs.